Après 3 ans à gérer les comptes clients, le père de mon mari a donné mon poste à la fille de son ami de poker. J'ai vidé mon bureau avec un calme étrange. Elle va adorer les clients, ai-je dit. Lorsque le plus gros compte a appelé le lendemain, la nouvelle responsable s'est figée. Ils se retirent tous, a-t-elle haleté, les yeux fixés sur son écran. Alors que la porte de la salle de conférence se refermait derrière moi dans un déclic, j'ai su que mon monde venait de basculer à tout jamais. Alain était assis derrière son bureau en acajou tel un roi rendant son jugement, ses doigts tambourinant contre le bois poli. Mon mari, Julien, était affalé dans le fauteuil du coin, étudiant ses chaussures comme si elles contenaient les secrets de l'univers. L'air semblait lourd, suffocant, comme de respirer à travers du coton mouillé. Nous apportons quelques changements à l'équipe de gestion des comptes clients, a annoncé Alain, sa voix portant ce ton familier qu'il utilisait pour parler de ses projets de golf du week-end, désinvolte, sans importance. Camille reprendra votre compte à partir de lundi. Camille. La fille de Bertrand, âgée de 24 ans, diplômée depuis 6 mois d'une école de commerce et n'ayant aucune idée de ce que signifiait détenir la confiance de quelqu'un entre ses mains. J'ai senti mon visage se composer en quelque chose qui ressemblait à de la contenance. 3 ans. 3 ans à arriver avant tout le monde, à rester jusqu'à ce que l'agent de sécurité fasse sa dernière ronde. 3 ans à mémoriser les préférences des clients, les noms de leurs enfants, leur date d'anniversaire. Madame Fournier préférait que ses contrats soient imprimés sur du papier de couleur crème parce que le blanc lui rappelait les formulaires d'hôpital. L'assistant de Monsieur Tran avait toujours besoin que les documents lui soient envoyés avant le jeudi pour son rituel de relecture du week-end. Ce n'était pas que des détails. C'étaient les fils qui tissaient les relations. Elle est jeune et pleine d'enthousiasme, a poursuivi Alain, comme si la jeunesse et l'enthousiasme pouvaient remplacer des années de confiance soigneusement cultivées. Une nouvelle perspective. Vous savez, parfois on devient trop à l'aise dans nos routines. Trop à l'aise. Comme si le confort était une faiblesse au lieu d'être le fondement sur lequel s'étaient bâties leurs relations clients les plus rentables. Mon mari a finalement levé les yeux, son regard croisant le mien pendant exactement 2 secondes avant de fuir à nouveau. Dans ces brefs instants, j'ai vu tout ce que j'avais besoin de savoir. Il savait que cela allait arriver, peut-être depuis des semaines, peut-être des mois, et il n'avait rien dit. Je comprends, me suis-je entendu dire, bien que je ne comprenne rien à la façon dont la loyauté était devenue si facilement jetable du jour au lendemain. Le reste de la réunion s'est déroulé dans un flou de calendrier de transition et de procédure de passation. Alain a mentionné une indemnité de départ, quelque chose sur l'appréciation de mes contributions, des mots qui flottaient dans la pièce comme de la fumée. J'ai hoché la tête aux moments appropriés, signé des papiers qui semblaient étrangers sous mes doigts, et je me suis demandé à quel moment j'étais devenu un poste budgétaire à régler. Le retour à mon bureau ressemblait à une marche sous l'eau. Mes collègues évitaient mon regard, soudainement fascinés par leurs écrans d'ordinateur ou leurs tasses de café. Léa de la réception m'a fait un sourire compatissant, mais même elle semblait avoir peur de trop s'approcher, comme si ce qui m'était arrivé pouvait être contagieux. Mon ancien bureau semblait plus petit, d'une certaine manière. Les photos de famille sur mon bureau semblaient se moquer de moi maintenant. Il y avait Julien et moi au pique-nique de l'entreprise de l'année dernière, son bras autour de ma taille, tous deux riant de quelque chose que son père avait dit. Il y avait notre photo de mariage, Alain se tenant fièrement à nos côtés, comme si nous étions son plus grand investissement. Comme la fierté pouvait vite se transformer en mépris. J'ai ouvert les tiroirs de mon bureau méthodiquement, comme si je pratiquais une intervention chirurgicale. Les objets personnels sont allés dans le carton qu'ils avaient judicieusement fourni, ma tasse à café préférée, le petit cactus que Madame Fournier m'avait offert après que je l'ai aidé à traverser un litige contractuel particulièrement difficile, la balle anti-stress en forme de globe que Monsieur Tran avait rapporté de son voyage à Barcelone. Mais c'était le tiroir du bas qui contenait mes vrais trésors. Derrière les barres de chocolat d'urgence et les lunettes de lecture de rechange se trouvait mon classeur en cuir rouge. Je l'avais acheté durant ma première semaine de travail, pensant qu'il avait l'air professionnel et important. En 3 ans, il était devenu quelque chose de plus précieux que n'importe quel manuel d'entreprise. À l'intérieur se trouvaient des pages de notes manuscrites. Pas les dossiers clients officiels qui se trouvaient dans la base de données de l'entreprise, mais les détails humains qui rendaient les affaires personnelles. Date d'anniversaire, réussite des enfants, restaurant préféré, préférences de vacances, problèmes de santé mentionnés en passant, le genre d'informations que l'on ne pouvait trouver dans aucun tableur ou rapport officiel.
Le mari de Madame Fournier préférait que leur réunion soit programmée après 10 heures du matin car son arthrite rendait les matinées difficiles. La fille de Monsieur Tran venait de commencer l'université, et il s'inquiétait constamment de son adaptation à la vie sur le campus. Le comte Dubois envoyait toujours des primes de Noël à ses fournisseurs car il se souvenait de ce que c'était que de lutter à leur début. Ce n'était pas que des notes sur les clients. C'étaient des cartes relationnelles, soigneusement dessinées au fil d'innombrables conversations et de moments partagés. Elles représentaient la différence entre gérer des comptes et entretenir des liens. J'ai glissé le classeur dans mon sac à main au lieu du carton. Certaines choses étaient trop précieuses pour être laissées derrière, trop personnelles pour être remises à quelqu'un qui voyait les clients comme des numéros sur un tableur plutôt que comme des personnes avec des histoires, des rêves et des peurs. Camille est apparue à l'embrasure de ma porte alors que je fermais le carton avec du ruban adhésif. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés captaient la lumière fluorescente. Elle portait un tailleur bleu marine qui coûtait probablement plus cher que ce que j'avais dépensé en vêtements toute l'année, et son sourire avait l'éclat étudié de quelqu'un qui n'avait jamais eu à mériter quoi que ce soit qui lui ait été donné. « J'ai tellement hâte de travailler avec vos clients », s'est-elle exclamée, comme s'il s'agissait de cadeaux transmis plutôt que de relations bâties sur des années de confiance et de respect mutuel. J'ai déjà commencé à examiner leurs dossiers. Ils ont l'air d'être des gens tellement intéressants. Intéressants. Comme s'ils étaient des personnages d'un livre plutôt que de vrais êtres humains qui m'avaient confié leurs entreprises, leurs espoirs, leurs vulnérabilités. Ils adoreront travailler avec vous, ai-je répondu. Et pour la première fois de la journée, je pensais exactement ce que je disais, bien que peut-être pas de la manière dont elle s'y attendait. Alors que je portais mon carton vers l'ascenseur, je me sentais étrangement calme. Le classeur en cuir rouge pressé contre ma hanche à travers mon sac à main, un rappel silencieux que certaines choses ne pouvaient pas être transférées dans une note de service de l'entreprise ou expliquées dans un document de transition. Certaines choses devaient se mériter, une conversation à la fois, un détail mémorisé à la fois, un moment de sollicitude sincère à la fois. Les portes de l'ascenseur se sont refermées derrière moi, et j'ai réalisé que je ne mettais fin à rien du tout. Je ne faisais que changer le lieu où l'histoire allait se poursuivre. Le premier appel téléphonique est arrivé le mardi matin alors que j'étais encore en pyjama, sirotant un café dans ma tasse préférée, celle avec un éclat sur l'anse que Julien n'arrêtait pas de dire que je devrais jeter. « Est-ce bien Chloé ?» La voix appartenait à Madame Fournier, bien qu'elle semblât incertaine, presque désolée. « Oui, c'est moi. »« Comment allez-vous, Madame Fournier ?»« Eh bien, ma chère, je viens de raccrocher avec votre remplaçante, et je dois vous demander, s'appelle-t-elle vraiment Camille, ou est-ce que je perds Louis ?» Elle n'arrêtait pas de m'appeler Madame Garnier. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Fournier. Un nom que j'avais prononcé des centaines de fois en 3 ans. Un nom qui appartenait à une femme qui m'avait confié l'héritage de l'entreprise de son défunt mari, qui avait pleuré dans mon bureau lorsque la crise du marché avait menacé tout ce pour quoi elle avait travaillé. Elle s'appelle Camille, ai-je confirmé, n'osant pas en dire plus. Oh, bien. Je pensais que je devenais folle. Elle avait l'air assez gentille, cependant. Elle m'a demandé d'épeler mon nom pour ses dossiers. J'ai trouvé ça un peu étrange. Considérant que son nom était imprimé sur chaque document, chaque contrat, chaque correspondance qui était passée sur le bureau de Camille pendant la transition. Elle est encore en train de se familiariser avec tout, ai-je dit, les mots ayant un goût de sûr. Bien sûr, bien sûr. Ces choses prennent du temps. Eh bien, je voulais juste vous saluer. J'espère que vous profitez de votre, comment a-t-elle appelé ça? Votre congé sabbatique. Sabbatique. Comme si j'avais choisi de partir, comme si c'était une aventure planifiée plutôt qu'un exil professionnel. Après avoir raccroché, je suis resté assise, les yeux fixés sur mon téléphone, me demandant combien d'autres appels j'allais recevoir. La réponse est venue plus tôt que prévu. Le jeudi, Léa de la réception m'avait envoyé 3 textos avec des mises à jour qui donnaient l'impression de regarder un accident de voiture au ralenti. Elle a envoyé les rapports trimestriels au mauvais client, disait le premier message. A mal orthographié le nom de l'entreprise de Monsieur Dubois dans l'objet. 2 fois, vint le second. Le troisième est arrivé le vendredi après-midi. Elle a oublié de joindre la proposition Lambert. Ils ont appelé pour demander si nous les prenions au sérieux. Mais c'est l'email de groupe qui a vraiment tout déclenché. Léa me l'a transféré avec un seul emoji qui pleure de rire. L'objet disait « Joyeux anniversaire,
Michel Tran, sauf qu'il avait été envoyé aux 37 clients de la liste principale. Monsieur Tran, dont j'avais écrit le nom correctement sur les cartes d'anniversaire pendant 3 années consécutives, dont j'avais demandé des nouvelles de sa fille Sophie après chaque examen important, dont j'avais noté la préférence pour le thé vert plutôt que le café après notre toute première rencontre, avait reçu un vœu d'anniversaire de masse avec son nom mal orthographié. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé dans ma cuisine, sortant les ingrédients que j'avais achetés plus tôt cette semaine, farine, beurre, extrait de vanille, pépites de chocolat. La recette de ma grand-mère, celle que j'avais peaufinée au fil des ans pour la rendre parfaite. Les mêmes biscuits que j'avais préparés pour mes meilleurs clients à chaque Noël, chaque anniversaire, chaque petite célébration qui comptait pour eux. Pendant que la première fournée cuisait, j'ai écrit des cartes à la main. De vraies cartes, pas celles aux couleurs de l'entreprise sur lesquelles Alain insistait. Du papier simple de couleur crème qui semblait épais entre mes doigts. Chère Madame Fournier, ai-je commencé, ma plume glissant sur le papier comme de l'eau trouvant son chemin. Je voulais vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée au cours des 3 dernières années. Votre force et votre sagesse ont été une source d'inspiration. Chaque carte était différente, personnelle, spécifique. J'ai mentionné la récente admission de la fille de Monsieur Tran en faculté de médecine. J'ai demandé des nouvelles du nouveau petit-fils de Monsieur Dubois. J'ai fait référence au prochain voyage d'anniversaire de Madame Lambert en Corse, celui qu'elle planifiait lors de notre dernière réunion. Les biscuits sont sortis dorés, remplissant ma maison d'une chaleur qui ne pouvait être ni fabriquée ni déléguée. Je les ai emballés dans de simples boîtes blanches nouées avec un ruban. Pas de logo d'entreprise, pas de marque d'entreprise, juste des friandises de la part de quelqu'un qui se souvenait de ce qu'ils aimaient. Ce soir-là, Julien est rentré à la maison avec l'odeur du bureau de son père, une eau de Cologne chère masquant l'odeur du vieux cuir et de la déception. Il m'a trouvé à la table de la cuisine, en train d'adresser la dernière enveloppe. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-il en desserrant sa cravate. « Des cartes de remerciement et des biscuits. »« Pour qui ?»« Pour les gens qui ont été gentils avec moi. » Il fronça les sourcils, comme il le faisait lorsqu'il essayait de résoudre un problème qui n'avait pas de solution commerciale claire. « Chloé, tu sais que tu ne peux pas contacter les clients directement. Papa a été clair à ce sujet pendant la transition. Je ne contacte pas les clients, ai-je dit, en scellant l'enveloppe avec un soin délibéré. Je remercie des amis. Au dîner, il a défendu Camille avec l'enthousiasme de quelqu'un qui essaie de se convaincre lui-même. Elle apprend, a-t-il dit en coupant son poulet avec une précision inutile. Tout le monde fait des erreurs au début. J'ai hoché la tête et servi le dessert, une tarte aux pommes faite selon la recette de Madame Fournier, celle qu'elle avait partagée lors d'une négociation particulièrement difficile où nous avions travaillé pendant le déjeuner. Bien sûr. Elle est désireuse de réussir. Papa dit qu'elle a des idées nouvelles sur le marketing des médias sociaux et les stratégies d'engagement des clients. Ça semble merveilleux, ai-je répondu, bien que je me demande quelle stratégie de médias sociaux pourrait remplacer 3 ans d'anniversaire mémorisés et de notes manuscrites. Mon téléphone a vibré pendant le dessert. Un texto de Monsieur Tran. Chloé, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te dire merci de toujours te souvenir des détails qui comptaient. Nos conversations me manquent. J'ai montré le message à Julien. C'est gentil, a-t-il dit, mais sa voix avait une pointe que je n'avais jamais entendue auparavant. Tu devrais probablement garder ces interactions brèves. Nous ne voulons aucune confusion sur les limites. Les limites ? Comme si se soucier des gens avait des limites territoriales. Comme si les relations pouvaient être protégées par des droits d'auteur et transférées comme du matériel de bureau. Plus tard dans la soirée, seul dans mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et trouvé ma liste de contacts. Pas la base de données de l'entreprise qui appartenait à la société, mais mon carnet d'adresses personnelles, celui rempli de détails que j'avais collectés au fil de conversations authentiques et de moments partagés. L'adresse personnelle de Madame Fournier, où elle préférait recevoir sa correspondance personnelle. Le dortoir universitaire de la fille de Monsieur Tran, où les colis de friandises étaient toujours les bienvenus. La maison au bord du lac de la famille Dubois, où ils passaient leurs étés et appréciaient d'avoir des nouvelles de personnes qui se souvenaient de leurs histoires. Certains dont ne pouvaient pas être délégués ou appris dans des manuels de formation. Certains liens ne pouvaient pas être transférés par des notes de service d'entreprise ou expliqués dans des présentations PowerPoint. En préparant les colis pour l'envoi, j'ai réalisé que Camille pouvait avoir le bureau, le titre, même la base de données des clients, mais elle ne pouvait pas avoir les relations.
Celles-ci appartenaient aux personnes qui les avaient bâties, un détail mémorisé à la fois. La fille qui ne savait pas lire une situation était sur le point de découvrir que les pièces pleines de gens qui se sentaient oubliés avaient de très longues mémoires. La poste est devenue ma deuxième maison cette semaine-là. Je faisais la queue tous les matins à 9h30, les bras chargés de paquets soigneusement emballés qui n'avaient rien à voir avec des rapports trimestriels ou des marges bénéficiaires, mais tout à voir avec les petits moments qui rendent la vie significative. La confiture de fraises de Madame Tran est partie en premier. Pas celle du magasin, bu la recette que j'avais apprise de ma belle-mère avant son décès, celle qui nécessitait de rester debout devant une cuisinière chaude pendant 2 heures, en remuant constamment pour éviter de brûler. Je me suis souvenu que Madame Tran avait mentionné combien les conserves maison de sa grand-mère lui manquaient lors d'une de nos rencontres café au printemps dernier. L'étiquette que j'ai écrite à la main disait simplement « Fait avec amour », de mon écriture soignée. La couverture de bébé a mis 3 semaines à être terminée. De la laine jaune douce parce que Monsieur Dubois n'avait pas voulu connaître le sexe à l'avance. Nous voulons être surpris, m'avait dit sa femme lors de notre dernier appel téléphonique. J'avais commencé à tricoter le soir où j'ai vidé mon bureau. Chaque maille une méditation, chaque rang une prière pour de nouveaux départs. Le motif était simple mais élégant, quelque chose qui durerait à travers plusieurs bébés et deviendrait finalement un héritage familial. Pour Madame Lambert, j'ai pressé des fleurs de mon jardin entre des feuilles de papier ciré, créant des marque-pages avec les roses et la lavande qui me rappelaient la campagne corse qu'elle décrivait si vivement. Elle m'avait montré des photos du cottage où elle et son défunt mari avaient passé leur lune de miel il y a 40 ans, l'endroit qu'elle prévoyait de revisiter pour leur anniversaire. Les roses là-bas sentent le paradis, avait-elle dit, les yeux perdus dans ses souvenirs. Chaque paquet est parti sans fanfare, sans carte de visite ni matériel promotionnel. Juste mon adresse de retour personnelle dans le coin, écrite de la même écriture soignée que j'avais utilisée pour leurs cartes d'anniversaire et leurs notes de remerciement au fil des ans. Les réponses ont commencé à arriver goutte à goutte le jeudi. Chloé, la confiture est absolument parfaite, a écrit Madame Tran. Elle a exactement le même goût que la recette de ma grand-mère. Comment avez-vous su? Je cherche cette saveur depuis 20 ans. Monsieur Dubois a appelé mon téléphone personnel, sa voix pleine d'émotion. La couverture est magnifique. Nathalie a pleuré en l'ouvrant. Elle a dit que seul quelqu'un qui se souciait vraiment se souviendrait de tels détails. Êtes-vous toujours disponible pour du travail de consultation? J'ai décliné gentiment, comme j'avais appris à le faire. Je prends un peu de temps pour me concentrer sur ma famille en ce moment, mais merci de demander. Comment va Nathalie? Les nausées matinales s'améliorent-elles? Beaucoup mieux, grâce à votre recette de thé au gingembre. Elle a toujours la carte que vous avez envoyée avec les instructions. Pendant ce temps, les nouvelles de Léa du bureau peignaient un tableau entièrement différent. Elle avait pris l'habitude de m'envoyer des captures d'écran des publications de Camille sur les réseaux sociaux, chacune plus déplacée que la précédente. Je déchire tout dans les relations clients. Vier des patronnes ne jamais s'est contenté, disait l'une, postée à côté d'une photo parfaitement mise en scène de Camille à son bureau, l'ordinateur portable ouvert sur ce qui ressemblait étrangement à une page Pinterest plutôt qu'à des dossiers clients. Rencontre café avec Monsieur Dubois. J'adore me connecter avec nos incroyables clients. Réseautage succès, disait une autre, bien que le texto de suivi de Léa ait révélé la vérité, elle a passé toute la réunion à essayer de lui vendre des services de médias sociaux pour son entreprise de fabrication. Il fabrique du matériel industriel, Chloé. Pour les usines. Elle n'arrêtait pas de dire « Nous devons rendre votre marque plus digne d'Instagram ». Le point de rupture est survenu un mardi après-midi. J'étais dans ma cuisine en train d'expérimenter une nouvelle recette de scones pour Madame Fournier. Elle avait mentionné adorer ceux d'une boulangerie en Bretagne lors de notre dernière conversation quand mon téléphone a vibré avec un message de Léa qui m'a fait m'arrêter en plein milieu de mon geste. Urgence. Elle est enfermée dans les toilettes en train de pleurer. Quelque chose à propos du comte Lambert. Alain fait les 100 pas dans son bureau. Peux-tu m'appeler? Au lieu d'appeler, je suis allé au bureau. Pas pour interférer, pas pour jubiler, mais parce que Léa semblait vraiment inquiète. Et malgré tout, je me souciais encore des gens avec qui j'avais travaillé pendant 3 ans. J'ai trouvé Léa dans la salle de pause, remuant son café avec une vigueur inutile. Elle a reçu un email de l'assistante de Madame Lambert, a chuchoté Léa, même si nous étions seuls. Apparemment,
Camille leur a envoyé une proposition pour moderniser leur identité de marque et a suggéré qu'ils avaient besoin d'une approche démographique plus jeune. Madame Lambert a 73 ans, Chloé. Toute sa clientèle est composée de professionnels à la retraite qui valorisent la tradition et la stabilité. Oh non. Ça empire. L'assistante a répondu en demandant si c'était une sorte de blague, considérant que l'entreprise de Madame Lambert est spécialisée dans la planification successorale pour les personnes âgées. Camille a paniqué et a envoyé 3 emails de suivi pour essayer d'expliquer, chacun rendant la situation pire. Le dernier avait une faute de frappe dans le nom de l'entreprise de Madame Lambert. À travers la fenêtre de la salle de pause, je pouvais voir le bureau d'Alain. Il se tenait derrière son bureau, le téléphone collé à l'oreille, le visage de la couleur de tomate trop mûre. Sa main libre gesticulait sauvagement, comme il le faisait lorsqu'il essayait de sauver une situation qui avait déjà échappé à tout contrôle. L'assistante de Madame Lambert a appelé pour vous parler spécifiquement, a poursuivi Léa. Quand on leur a dit que vous ne travailliez plus ici, ils ont demandé vos coordonnées personnelles. Camille a entendu et, eh bien, c'est là que les larmes ont commencé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché le numéro de Madame Lambert. Pas la ligne professionnelle, mais son portable personnel, celui qu'elle m'avait donné après les funérailles de son mari l'année dernière, lorsqu'elle avait eu besoin de quelqu'un pour l'aider à gérer les émotions compliquées de la reprise d'une entreprise qui avait été bâtie à deux. Madame Lambert, c'est Chloé. J'ai entendu dire qu'il y avait peut-être eu une confusion au sujet de votre compte, et je voulais m'assurer que vous alliez bien. Chloé, ma chère, Dieu merci. J'espérais que vous appelleriez. J'ai reçu l'email le plus étrange aujourd'hui, suggérant que je devais attirer des jeunes de 20 ans vers mon cabinet de planification successorale. J'ai pensé que c'était peut-être une sorte de malentendu. Je suis sûr que c'était juste un malentendu. La nouvelle gestionnaire de compte est encore en train d'apprendre votre modèle d'entreprise. Eh bien, j'espère qu'elle apprendra vite. Je suis avec ce cabinet depuis 8 ans grâce à vous, ma chère. Votre remplaçante semble charmante, mais elle a suggéré que je crée un compte TikTok pour interagir avec les milléniaux sur la planification de la mort. J'ai bien peur de ne même pas savoir ce qu'est TikTok. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma voiture sur le parking, regardant les employés entrer et sortir par les portes vitrées que j'avais franchies chaque matin pendant 3 ans. Certains m'ont fait un signe de la main en me voyant. D'autres ont rapidement détourné le regard, comme si reconnaître ma présence pouvait d'une manière ou d'une autre les impliquer dans le drame d'entreprise qui se déroulait à l'intérieur. Mon téléphone a vibré avec un autre texto de Léa. Elle est sortie des toilettes mais n'arrête pas de demander comment vous avez fait pour que les clients vous apprécient vraiment. Alain veut savoir si vous envisageriez de revenir en tant que consultante. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, je suis rentré chez moi et j'ai fini de préparer les scones de Madame Fournier, fredonnant doucement pour moi-même pendant que je travaillais. La lumière de l'après-midi filtrait par la fenêtre de ma cuisine, réchauffant le plan de travail saupoudré de farine où des paquets attendaient d'être postés. Chacun était un petit acte de rébellion contre l'idée que les relations étaient des actifs transférables plutôt que des jardins nécessitant des années de soins patients. Les scones refroidissaient sur des grilles lorsque Julien est rentré ce vendredi-là, ses épaules portant le poids de 3 semaines de désastre. Il a laissé tomber sa mallette près de la porte avec un bruit sourd qui a semblé résonner dans notre maison soudainement trop silencieuse. Le groupe Gauthier a résilié son contrat aujourd'hui, a-t-il dit sans préambule, en desserrant sa cravate avec des mouvements saccadés. 8 ans avec le cabinet. Fini. J'ai continué à transférer les scones dans une boîte de rangement, mes mains fermes malgré le tremblement que je sentais monter quelque part au fond de ma poitrine. Le groupe Gauthier. J'avais négocié leur premier gros contrat. Célébrer leur expansion sur 3 nouveaux marchés, envoyer des fleurs lorsque la femme de Monsieur Gauthier avait eu une alerte au cancer. Quelles raisons ont-ils donné? Julien a ouvert le réfrigérateur et a regardé à l'intérieur comme si les réponses pouvaient se cacher derrière les briques de lait. Ils ont dit que leur nouvelle gestionnaire de compte semblait peu familière avec leur modèle d'entreprise et qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse anticiper leurs besoins plutôt que d'y réagir. Anticiper leurs besoins. Comme savoir que Monsieur Gauthier examinait toujours les contrats le dimanche après-midi, donc la livraison le vendredi était essentielle. Comme se souvenir que son assistante préférait les appels téléphoniques aux emails parce qu'elle était dyslexique et traitait mieux l'information lorsqu'elle pouvait l'entendre. Comme comprendre que leur plus grande présentation client avait toujours lieu en janvier, donc décembre était un temps de préparation crucial. Et le compte de fabrication Fournier?
Le silence de Julien a répondu avant ses paroles. Jeudi. Même histoire. Ils ont dit que Camille était très enthousiaste mais ne semblait pas comprendre leur secteur. Madame Fournier. Qui m'avait confié l'héritage de son défunt mari, qui avait partagé des histoires sur la construction de l'entreprise depuis leur table de cuisine, qui avait pleuré dans mon bureau lorsque la récession avait frappé et que nous avions travaillé ensemble pour restructurer toute leur opération, qui avait toujours dit qu'elle restait avec le cabinet parce qu'elle s'y sentait comme en famille. Le téléphone fixe a sonné à 23h30 cette nuit-là, sa sonnerie stridente perçant l'obscurité de notre chambre. Julien l'a attrapé en tâtonnant, sa voix pâteuse de sommeil et d'appréhension. Allô ? Je pouvais entendre la voix d'Alain à travers le récepteur, plus aiguë que je ne l'avais jamais entendue, les mots s'enchaînant dans une panique rapide. Julien s'est assis, passant sa main libre dans ses cheveux. Calme-toi, papa. Qu'est-ce qui s'est passé ? Plus de paroles frénétiques. Le visage de Julien devenait plus pâle à chaque seconde qui passait. Oui, elle est là. Attends. Il s'est tourné vers moi, le téléphone tendu comme une offrande ou peut-être une bouée de sauvetage. Il veut te parler. J'ai pris le téléphone, surprise de la tranquillité de ma voix. Allô, Alain. Chloé, Dieu merci. Écoute, je sais que c'est gênant, mais je dois te demander, sais-tu ce qui se passe avec nos clients ? Parce que je reçois des appels à la maison, et franchement, je suis perdu. La vulnérabilité dans sa voix m'a prise au dépourvu. C'était le même homme qui m'avait renvoyé 3 semaines auparavant avec l'indifférence désinvolte de quelqu'un qui se débarrasse de mobilier de bureau démodé. Maintenant, il semblait vraiment effrayé. J'ai entendu dire que certaines personnes sont mécontentes, ai-je dit prudemment. Que entendez-vous exactement ? Le comte Lambert a appelé ma ligne personnelle ce soir. Ils ont dit qu'ils avaient essayé de joindre leur gestionnaire de compte pendant 3 jours sans réponse. Quand ils l'ont finalement eu, elle a essayé de leur programmer une session de stratégie de marque le mois prochain. Chloé, ce sont des planificateurs successoraux. Ils n'ont pas besoin de stratégie de marque. Ils ont besoin de quelqu'un qui comprend le droit des successions et le conseil en deuil. J'ai attendu, laissant le silence s'étirer entre nous. Le groupe Dubois demande le transfert de leur dossier. Le comte Tran veut explorer d'autres options. Ce sont des gens qui sont avec nous depuis des années. Chloé, qu'est-ce que je rate ? Comment pouvais-je expliquer que les relations ne se construisaient pas sur des organigrammes et des énoncés de mission ? Que la confiance ne pouvait pas être téléchargée depuis une base de données client ou apprise dans un manuel d'entreprise. Alain, ces gens ne veulent pas un fournisseur. Ils veulent un partenaire. Quelqu'un qui se souvient que le fils de Monsieur Dubois se marie au printemps et que cela affecte leur calendrier de planification fiscale. Quelqu'un qui sait que Madame Lambert allume toujours une bougie chaque mois à l'anniversaire de la mort de son mari et pourrait avoir besoin d'un soutien supplémentaire lors de ses appels. Mais les dossiers contiennent toutes ces informations. Les dossiers contiennent des faits, ai-je dit. Ils ne contiennent pas de sentiments. Le lendemain matin a amené un visiteur inattendu. J'étais en train de désherber mon jardin quand j'ai entendu une portière de voiture claquer dans l'allée. Bertrand se tenait à mon portail, sa posture habituellement parfaite légèrement voûtée, son costume coûteux froissé comme s'il avait dormi dedans. « Chloé, pourrions-nous parler ?» Je l'ai invité à entrer, lui ai offert un café, l'ai installé à ma table de cuisine comme n'importe quel autre invité. Mais ses mains tremblaient légèrement en soulevant la tasse, et ses yeux ne semblaient pas pouvoir croiser les miens directement. « Elle essaie si fort », a-t-il commencé sans préambule. Camille. Elle étudie ses dossiers clients tous les soirs jusqu'à ce que ses yeux larmoient. Elle a fait des tableurs, des organigrammes, a même acheté des livres sur la gestion des relations. J'ai hoché la tête, sincèrement désolé pour la jeune fille qui se noyait dans un poste qui avait l'air si simple de l'extérieur. Mais ça ne marche pas, n'est-ce pas ? La voix de Bertrand s'est légèrement brisée. Les clients, ils ne lui font pas confiance, et je ne comprends pas pourquoi. Elle est intelligente, éduquée, enthousiaste. Bertrand, parlez-moi de la première fois où vous êtes tombé amoureux. Il a cligné des yeux, clairement décontenancé par le changement de sujet. Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit ? Faites-moi plaisir. Eh bien, j'ai rencontré Hélène dans un café. Elle lisait Camus et avait ce petit froncement de sourcils de concentration. Je suis retourné chaque jour pendant 2 semaines juste pour revoir ce froncement de sourcils.
Avez-vous étudié des manuels de relations pour la conquérir? Bien sûr que non. J'ai juste. Nous avons parlé. De livres, de la vie. Je me suis souvenu de ce qu'elle disait. De ce qui la faisait rire. Exactement. On ne peut pas se frayer un chemin dans le cœur de quelqu'un avec un tableur, Bertrand. Et c'est ce que sont vraiment les relations clients, des histoires d'amour professionnel bâties sur un millier de petits moments d'attention sincère. Il est resté silencieux pendant un long moment, fixant son café comme s'il contenait des réponses qu'il n'était pas prêt à affronter. C'est ma fille, Chloé. Mon unique enfant. Quand Alain lui a offert ce poste, j'ai pensé que c'était parfait. Une chance de faire ses preuves, de construire quelque chose de significatif. Elle construira quelque chose de significatif, Bertrand, ai-je dit. Juste peut-être pas ça. Ce dimanche-là, pendant que Julien était au terrain de golf, une camionnette de livraison s'est arrêtée devant notre maison. Le chauffeur m'a remis un magnifique arrangement de tulipes roses mes préférées, bien que je n'ai jamais mentionné cette préférence dans un cadre professionnel. La carte était en papier simple de couleur crème, du genre que j'avais toujours choisi pour ma propre correspondance. Merci de toujours vous souvenir de nous. Avec gratitude, la famille Lambert. J'ai enfoui mon visage dans les tulipes, respirant leur parfum subtil, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri sans réserve. Certains dons ne pouvaient pas être gagnés par des séminaires de formation ou des citations de motivation. Certains liens se construisaient sur l'acte sacré de voir vraiment une autre personne et de se souvenir de ce qu'on y avait trouvé. Le téléphone est resté silencieux cet après-midi-là, mais d'une manière ou d'une autre, je me sentais plus connecté que je ne l'avais été depuis des années. Les tulipes étaient encore fraîches dans leur vase lorsque Julien a annoncé que nous étions attendus chez son père pour le dîner du dimanche. Tradition familiale, a-t-il dit, bien que sa voix portât l'enthousiasme de quelqu'un qui planifie un traitement de canal. J'ai passé le samedi après-midi à faire la tarte aux pommes et poires de Madame Tran. La recette qu'elle avait partagée avec moi lors d'une négociation de contrat particulièrement difficile il y a 2 ans. Le secret de ma grand-mère, avait-elle chuchoté d'un air conspirateur, c'est la cardamome. Juste une pincée. Ça fait que les gens se souviennent du goût longtemps après avoir oublié le repas. La cuisine s'est remplie de l'odeur chaude de la cannelle et de la muscade alors que j'étalais le dessus en treillis, chaque bande soigneusement tissée comme les relations que j'avais passé des années à construire. Julien regardait depuis l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable. « Tu n'avais pas à préparer quoi que ce soit, a-t-il dit. Maman commande toujours à cette boulangerie du centre-ville. Je le voulais. Chloé, a-t-il fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Peut-être devrions-nous parler de comment la soirée pourrait se passer. Camille sera là, et les choses ont été. Tendu au bureau. Tendu. Un mot si poli pour l'effondrement complet de relations professionnelles qui avaient mis des années à se construire. La maison d'Alain était exactement la même que d'habitude, pelouse manucurée, allée immaculée, tout conçu pour projeter le succès et la stabilité. L'ironie ne m'a pas échappé alors que nous montions les marches vers un dîner qui promettait d'être tout sauf stable. La mère de Julien, Hélène, nous a accueillis avec son étreinte chaleureuse habituelle, bien que ses yeux trahissent une lassitude que je n'avais jamais vue auparavant. Chloé, ma chère, comment tiens-tu le coup? Tenir le coup. Une autre phrase prudente qui reconnaissait que quelque chose s'était brisé sans le nommer. La table de la salle à manger était mise avec la belle porcelaine, celle réservée aux occasions importantes ou aux conversations difficiles. Alain se tenait en bout de table, son sourire trop éclatant, sa voix trop forte alors qu'il nous accueillait avec un enthousiasme théâtral. Voilà ma belle-fille préférée. Il a tiré ma chaise avec une courtoisie exagérée, comme si les bonnes manières pouvaient aplanir le fait qu'il m'avait jeté comme du matériel de bureau démodé 3 semaines plus tôt. Camille est arrivée avec 20 minutes de retard, les joues rouges et les cheveux légèrement en désordre. Elle avait clairement pleuré récemment, bien qu'elle ait tenté de cacher les preuves avec un maquillage qui ne pouvait pas tout à fait dissimuler le gonflement autour de ses yeux. Désolée d'être en retard, a-t-elle marmonné en se glissant à sa place sans regarder personne. La circulation était terrible. Il n'y avait pas de circulation. J'avais parcouru le même trajet 30 minutes plus tôt, et les routes étaient vides à l'exception des habituels promeneurs de chiens et cyclistes du dimanche après-midi. Alain a levé son verre de vin avec l'aisance de quelqu'un déterminé à contrôler le récit. Au nouveau départ, a-t-il annoncé, sa voix résonnant légèrement dans la salle à manger formelle. Aux nouvelles perspectives et aux opportunités passionnantes.
J'ai levé mon verre poliment, bien que le vin ait eu un goût de vinaigre face à la tension qui emplissait la pièce comme de la fumée. Camille fixait son assiette, poussant des légumes rôtis sans vraiment en manger. La conversation a boitillé sur des sujets sur la météo, le sport, le club de lecture de la mère de Julien jusqu'à l'arrivée du dessert. J'avais coupé de généreuses tranches de tarte, chaque morceau parfaitement doré avec de la vapeur s'élevant de la croûte feuilletée. Le parfum subtil de la cardamome se mêlait à la garniture sucrée aux pommes, créant quelque chose qui ressemblait à du réconfort comestible. Tout le monde a pris une bouchée, sauf Camille, qui était assise avec sa fourchette en suspens au-dessus de l'assiette comme si la tarte pouvait contenir du poison. C'est incroyable, a dit Hélène en fermant les yeux pour savourer la saveur. Où as-tu eu la recette? Une amie l'a partagée avec moi, ai-je répondu simplement. Quel genre d'ami? La question venait d'Alain, bien que son ton suggéra qu'il connaissait déjà la réponse. Quelqu'un qui comprenait la valeur de partager quelque chose de significatif. Julien s'est raclé la gorge, le son sec dans la pièce soudainement silencieuse. En fait, nous avons discuté de la possibilité de faire appel à un soutien supplémentaire pour le département des services clients. Quelqu'un pour aider Camille à gérer la charge de travail. Aider. Une façon si diplomatique de dire qu'elle se noyait. Ça semble pratique, ai-je dit, en coupant une autre petite bouchée de tarte. Vous aviez quelqu'un qui aurait pu l'aider à la former correctement. Les mots flottaient dans l'air comme un défi. La fourchette de Camille a cliqueté contre son assiette, le son faisant sursauter tout le monde. C'est un peu fort de votre part, a-t-elle dit, sa voix tremblant d'une émotion à peine contrôlée. Vous agissez comme si vous étiez si innocente, mais nous savons tout ce que vous faites. Camille, a averti Bertrand de l'autre côté de la table, mais elle ne se souciait plus des limites diplomatiques. Vous me sabotez. L'accusation a explosé d'elle comme une digue qui cède. Appeler les clients, leur envoyer des cadeaux, leur faire croire qu'ils ne peuvent pas me faire confiance. Ce n'est pas juste. J'ai posé ma fourchette avec soin, rencontrant ses yeux remplis de larmes avec un calme constant. Je n'ai appelé aucun client pour des affaires, Camille. Mais vous. Vous restez en contact avec eux, vous leur faites se souvenir de vous. Vous êtes trop émotive pour lâcher prise et passer à autre chose comme le ferait une personne normale. Trop émotive. La phrase s'est déposée sur la table comme une couche de poussière, en révélant plus sur la personne qui parlait que sur l'accusé. Dans le monde de Camille, apparemment, se soucier des gens au-delà de leur valeur monétaire était un défaut de caractère plutôt qu'une force professionnelle. Alain s'est penché en avant, sa voix de médiateur s'activant. Bon, prenons tous une grande inspiration. Camille, Chloé a tout à fait le droit de maintenir des amitiés personnelles. Chloé, peut-être pourriez-vous être plus attentive à la manière dont vos relations pourraient affecter les relations commerciales actuelles. Amitié personnelle. Comme si 3 ans de dévouement professionnel pouvaient être réduits à un simple réseautage social. Je me suis levé lentement, ma serviette se pliant proprement alors que je la posais à côté de mon dessert à peine touché. Vous savez quoi? Vous avez tout à fait raison, Camille. Je suis trop émotive. Je suis trop émotive pour regarder les gens que j'aime être traités comme des postes sur un tableur. Je suis trop émotive pour prétendre que les relations n'ont pas d'importance. Et je suis définitivement trop émotive pour rester assise ici et être blâmée pour votre incapacité à vous connecter avec des êtres humains. Le silence qui a suivi semblait assez dense pour y nager. Le visage d'Hélène était devenu pâle. Bertrand avait l'air de vouloir disparaître dans sa chaise, et Julien me regardait comme si j'avais soudainement commencé à parler une langue étrangère. Chloé, a commencé Julien, mais je me dirigeais déjà vers le couloir, attrapant déjà mon sac à main. Merci pour le dîner, Hélène. Le rôti était parfait, comme toujours. Je suis allé à ma voiture d'un pas mesuré, mes talons claquant contre le béton dans un rythme qui ressemblait à un compte à rebours. Derrière moi, je pouvais entendre des voix s'élever de la maison. Les tentatives d'Alain de limiter les dégâts, les protestations défensives de Bertrand, les accusations continues de Camille. Mais alors que je m'installais dans le siège du conducteur et que je tournais la clé, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des semaines. Une paix complète et totale. Le poids qui avait pesé sur ma poitrine depuis cette première réunion dans le bureau d'Alain s'est finalement levé, me laissant une sensation étrange de légèreté. Il n'était plus mon problème. Le dysfonctionnement, le blâme, les tentatives désespérées de faire entrer des chevilles carrées dans des trous ronds.
Rien de tout cela ne m'appartenait maintenant. Je suis rentré chez moi à travers les rues calmes du dimanche soir, les fenêtres baissées, respirant l'odeur des feuilles d'automne et des nouvelles possibilités. Pour la première fois depuis le début de ce gâchis, je me sentais libre. Les semaines qui ont suivi ce dîner de famille désastreux se sont écoulées dans un flou de couleurs d'automne et de quiétude inattendue. Julien et moi nous déplacions l'un autour de l'autre comme des étrangers polis partageant un abri temporaire. Nos conversations se réduisaient à la logistique et aux observations météorologiques. Il travaillait plus tard, je cuisinais moins, et d'une manière ou d'une autre, notre maison semblait à la fois plus vide et plus paisible. Octobre a laissé place à novembre avec ses rituels familiers, ratisser les feuilles, ranger les vêtements d'été, se préparer pour des fêtes qui semblaient soudainement différentes sans la planification habituelle de la fête du bureau qui consumait mes soirées. Je me suis retrouvé avec un temps que je n'avais pas eu depuis des années, des heures qui s'étiraient luxueusement entre le lever et le coucher du soleil, sans appels clients urgents ni pression de délai. C'est le mardi avant Thanksgiving que la première lettre est arrivée. L'enveloppe ne portait aucune adresse de retour, juste mon nom écrit d'une écriture soignée sur du papier de couleur crème qui semblait épais sous mes doigts. À l'intérieur, l'écriture familière de Madame Fournier remplissait 2 pages de mots qui m'ont serré la gorge d'une émotion inattendue. Chère Chloé, commençait-elle, je sais qu'il peut sembler étrange d'écrire une vraie lettre à notre époque d'email et de texto, mais certaines pensées méritent la permanence de l'encre et du papier. Je voulais que vous sachiez que ce que vous avez fait pour moi ces 3 dernières années allait bien au-delà de la gestion de mon compte. Quand Jacques est mort et que j'ai pensé que je pourrais perdre tout ce que nous avions construit ensemble, vous n'avez pas seulement fait des calculs ou restructuré des contrats. Vous m'avez écouté pleurer. Vous vous êtes souvenu de son anniversaire même après sa mort. Vous m'avez fait sentir que son héritage comptait pour quelqu'un d'autre que moi. J'ai dû poser la lettre et aller à la cuisine pour un verre d'eau avant de pouvoir continuer à lire. Vous n'avez jamais été juste une gestionnaire, ma chère. Vous étiez une gardienne de ce qui comptait le plus, les liens humains qui rendent les affaires dignes d'être faites. J'espère que vous savez à quel point ce don est rare et précieux. La lettre était signée avec une violette pressée, du genre qui poussait à l'état sauvage dans son jardin chaque printemps. Le vendredi, 4 autres lettres étaient arrivées, chacune unique mais portant le même message sous-jacent, merci de nous voir comme plus que des numéros de compte. Monsieur Dubois a écrit sur les débuts difficiles de son entreprise de fabrication, quand j'étais resté tard pour l'aider à restructurer son financement, comment j'avais célébré avec du champagne quand il avait décroché son premier gros contrat. Vous avez fait en sorte que le succès soit partagé plutôt que solitaire, disait sa lettre. La note de Madame Tran est arrivée avec une photographie qui m'a fait éclater de rire, son petit terrier portant le pull rouge que j'avais tricoté à Noël dernier, celui avec le petit motif de patte que j'avais conçu spécialement pour lui. Ravel adore son pull, a-t-elle écrit. Il le porte chaque matin froid, et je pense à votre gentillesse chaque fois que je le vois dedans. La lettre de la famille Lambert est arrivée sur du papier à en-tête officielle, mais le message était entièrement personnel. Vous nous avez tenu la main pendant l'année la plus difficile de nos vies, disait-elle. Quand papa est mort et a laissé maman face à une entreprise qu'elle n'avait jamais vraiment comprise, vous n'avez pas seulement expliqué les exigences légales. Vous avez traduit le deuil en tâches gérables, l'avez aidé à honorer sa mémoire tout en renforçant sa propre confiance. La note de Madame Gauthier était la plus courte, mais peut-être la plus puissante. Vous m'avez appris que les relations d'affaires réussies ne sont en réalité que des relations humaines réussies habillées en vêtements professionnels. Merci de ne jamais m'avoir fait sentir comme une simple cliente parmi d'autres. Chaque lettre semblait être un cadeau que je ne savais pas que j'attendais de recevoir. Elles sont arrivées tout au long de cette semaine de Thanksgiving comme des feuilles d'automne qui tombent, chacune se mettant en place pour créer quelque chose de beau et d'entier. Julien m'a trouvé en train de les relire le matin de Thanksgiving, étalés sur notre table de cuisine comme une collection de trésors. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant sa tasse de café, étudiant mon visage avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Celle des clients ? A-t-il demandé. Des anciens clients, ai-je corrigé doucement. Il s'est assis en face de moi, prenant la lettre de Madame Tran avec des doigts prudents. Après l'avoir lue en silence, il l'a posée et a rencontré mes yeux. J'ai déjeuné avec Madame Lambert hier. C'était une nouvelle. Julien déjeunait rarement pour affaires seul, préférant laisser son père gérer les aspects relationnels avec les clients du cabinet. Elle a demandé si je serais intéressé par un travail de consultation. Rien d'officiel, juste l'aider à naviguer dans certaines décisions de planification de fin d'année. Elle a dit que Camille n'avait jamais vraiment compris son modèle d'entreprise.
J'ai attendu, sentant qu'il y avait plus. Elle a également mentionné que plusieurs autres clients avaient posé des questions sur vous, se demandant si vous preniez des projets indépendants. Et que lui as-tu dit? Que je demanderais. Il a fait une pause, faisant tourner sa tasse de café par demi-tour prudent. Chloé, envisagerais-tu de retourner au cabinet? Papa a laissé entendre qu'il pourrait te faire revenir d'une manière ou d'une autre. Peut-être en tant que consultante senior travaillant avec les comptes qui nécessitent une attention plus personnelle. L'offre flottait entre nous comme un pont que je n'étais pas sûr de vouloir traverser. Revenir signifierait retourner à un endroit où j'avais été écarté aussi facilement que du matériel de bureau démodé. Cela signifierait prétendre que le mois écoulé n'avait pas tout changé dans la façon dont je voyais ma valeur et mes priorités. Je n'ai jamais quitté le travail, Julien, ai-je dit finalement. Juste le bâtiment. Il a froncé les sourcils, ne comprenant pas tout à fait. Que veux-tu dire? Je veux dire le travail que j'aimais, me soucier des gens, les aider à résoudre des problèmes, être quelqu'un en qui ils pouvaient avoir confiance. Cela ne nécessitait pas de bureau, de titre ou l'approbation de ton père. Cela nécessitait simplement que je sois moi-même. 2 jours plus tard, Léa a envoyé un texto avec une nouvelle qui n'aurait pas dû me surprendre, mais qui l'a quand même fait. Camille a vidé son bureau hier. Pas de drame, pas d'annonce, juste un email sur la poursuite de nouvelles opportunités. Elle avait l'air soulagée. Honnêtement, je n'ai ressenti aucune satisfaction à cette nouvelle, seulement une tristesse silencieuse pour une jeune femme qui avait été mise en situation d'échec dans un rôle qui nécessitait des années de patience et d'attention sincère pour être maîtrisé. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. La voix de Madame Lambert était chaleureuse et légèrement hésitante. Chloé, ma chère, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'appeler. Je sais que vous n'êtes plus avec le cabinet, mais je me demandais si vous auriez le temps de déjeuner la semaine prochaine, juste pour prendre des nouvelles. Rien de professionnel. J'adorerais ça, Madame Lambert. Merveilleux. Et Chloé? Apportez ce classeur en cuir rouge qui est le vôtre. J'ai des amis qui pourraient être intéressés de vous rencontrer. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon jardin malgré le froid de novembre, regardant les dernières feuilles tenaces s'accrocher aux branches du chêne. Quelque part au loin, je pouvais entendre des enfants rire, des chiens aboyer, la vie poursuivant son rythme éternel de fin et de commencement. Ma vengeance n'avait pas été bruyante ou dramatique. Elle n'avait pas impliqué de dispute ou de confrontation publique. Au lieu de cela, elle s'était construite à partir de biscuits et de notes manuscrites, d'anniversaires mémorisés et d'une préoccupation sincère, du simple fait de traiter les gens comme des êtres humains plutôt que comme des sources de revenus. Et alors que je regardais ces dernières feuilles lâcher prise et tournoyer gracieusement vers la terre, j'ai réalisé que parfois les victoires les plus profondes sont les plus silencieuses, celles qui poussent lentement dans le sol des relations authentiques et fleurissent quand on ne les regarde même pas. C'était plus que suffisant. C'était tout. Si cette histoire de vengeance silencieuse vous parle, cliquez sur « J'aime ». Mon moment préféré, ce sont les lettres touchantes des clients, qui montrent que les liens authentiques sont irremplaçables. Quel a été votre moment préféré? Partagez-le avec nous dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo.